Vous êtes sur Big Easy TV et nous parlons cinéma avec celles et ceux qui font le cinéma devant ou derrière la caméra. Parlons cinéma, une émission en partenariat avec l'association Les Citoyens du Cinéma et le Cinestar by Caribbean Cinemas. Parlons cinéma, c'est tout de suite sur Big Easy TV, générique. Aujourd'hui, dans Parlons Cinéma, nous recevons une immense personnalité du cinéma afro-caribéen. Alors, il est de nature très discrète, mais il nous a fait l'honneur d'être ici avec nous ce soir sur Big Easy TV. Et il contribue depuis plus de 10 ans au développement de notre cinéma. Alors, Nyama Badi Dega, bonjour. Bonjour Daniel. Alors, Badi, on vous appelle Badi ? Badi. Voilà, tout le Badi. monde vous connaît. C'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple. Sinon, c'est Nyama Badi Dega Bertin Michel. D'accord. Badi Dega est le nom. Et le nom, Voilà. Badi Dega, le nom. C'est dans la famille, en fait, on s'est toujours appelé Badi, tout simplement. Alors Badi, nous sommes ici dans le temple du cinéma, comme disait Christian Lara, avec qui vous avez collaboré sur son dernier long métrage qui est L'Homme au bâton. On va y revenir dans un instant. Et on va d'abord parler de votre carrière en Guadeloupe. Donc vous êtes d'origine ivoirienne et guadeloupéenne, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. Ou guadeloupéenne et ivoirienne, on peut mettre dans les deux sens. Moi, il n'y a pas de souci. Mais effectivement, de mère guadeloupéenne, de vieux habitants. De vieux habitants, oui. Et de père ivoirien de Gagnoa. Voilà. En Côte d'Ivoire, vous vous rendez assez souvent, notamment pour produire. Régulièrement, effectivement, des projets de longs métrages, des séries. Et puis pour la famille aussi. Donc voilà, je fais des allers-retours. D'accord. Alors, vous avez bien roulé votre bosse et vous êtes rentré en Guadeloupe, c'est l'expression, et vous êtes rentré en Guadeloupe en 2003. C'est bien cela ? Tu as bien fait tes leçons, Daniel. Alors, oui, on se voit. Non, mais, on se tutoie, puisque bon, voilà, on est dans le cinéma, on se connaît, on se connaît, voit régulièrement dans les salles, dans les manifestations, dans les festivals. Festival, oui. Donc, on peut se tutoyer. On peut se tutoyer. Alors, je vais essayer, ça va pas être évident, mais je vais essayer. Donc, alors, tu es rentré, on va se tutoyer, en 2003, tu as créé ta société de production, Skyprod. En fait, j'ai créé ma première société qui s'appelle Citec Guadeloupe, qui est une société qui loue du matériel pour le cinéma. Donc, la lumière, les caméras, la machinerie, etc. Donc, ça a été ma première activité. Et en 2006, j'ai créé Skyprod avec deux autres amis guadeloupéens, Serge Tarret et Pascal Garel. Qu'on salue. Voilà, et Robin Lancel, avec qui on était déjà associés sur Citec Guadeloupe, qui naturellement m'a suivi dans cette démarche. Il y avait effectivement un besoin, même si ça existait déjà, mais ça bougeait pas mal. Et plusieurs personnes m'ont dit, ce serait bien que tu montes une société de production audiovisuelle et cinématographique. Et donc, voilà comment c'est parti l'aventure avec Skyprod. D'accord. Alors avec Skyprod, vous avez tour à tour, je vois, alors je dis vous, c'est compliqué, mais voilà. Avec Skyprod, donc tu as été directeur de production, producteur exécutif, producteur délégué, et on te doit quand même beaucoup de séries à succès qu'on connaît tous, qui sont passées en télévision, comme Domino, avec Laurent Joseph, tout à fait. Qui a été diffusé pendant très longtemps sur, à l'époque, RFO. Avant que ça devienne la première. Oui. Il y a eu l'aventure Villa Caraïbe aussi, avec Tania Saint-Val. C'est bien ça ? Non. Tania Saint-Val, c'était bien avant, dans une émission... Dans la baie des Pélicans. Tania Saint-Val, donc, c'était sur une émission de flux, c'était un magazine qui s'appelait Mode in Caraïbe. Mode in Caraïbe. Mode in Caraïbe, une émission qu'on avait montée à l'époque avec Karine Gatti-Belza, qui m'avait proposé ce projet. Et on avait envie d'une figure qui représentait la Guadeloupe et puis aussi, on peut dire, la mode. Et naturellement, on a choisi Tania Saint-Val. Et donc ça a été, je pourrais dire, ça a été la première série, même si ce n'était pas de la fiction, mais ça a été la première série de Skyprod. Voilà, c'était du magazine en fait. Voilà, c'était du magazine sur la mode dans la Caraïbe.
voilà, avec des petits modules qui constituaient l'émission. C'était un format de 26 minutes qu'on a proposé à l'époque à RFO. Oui. Ils ont vraiment bien accueilli ce projet. Et puis ça montrait aussi tous les artistes, les créateurs, Oui. les créateurs de mode de la Guadeloupe. Oui, ça a permis de donner une visibilité Ça donnait une à des gens qui n'en avaient visibilité. pas forcément. Oui. Voilà. En plus de les informer, renseigner sur des techniques de maquillage, de gommage. Enfin, voilà, c'était assez complet comme émission. Donc, on pourrait dire que c'était le premier projet de série de Skyprod. D'accord. Sauf qu'on était dans du flux, donc un magazine. Et après, bon, voilà, on a basculé gentiment vers la fiction. Oui, alors après, il y a eu, toujours dans la série, mais avec un autre diffuseur, il y a eu Villa Caraïbe qui a été diffusé sur Canal+. Tout à fait, Villa Caraïbe. Alors, je parle d'un projet avant quand même, ça a été, que je tiens vraiment à en parler parce que ça a été le premier projet de fiction qui a intéressé Skyprod. Il s'agit de One Shot, One Movie. Oui. One Shot, One Movie, c'était une série de 8 courts-métrages dans lesquels on avait 4 réalisateurs qui venaient des départements et territoires outre-mer. On avait en Guadeloupe Jean-Luc Stanislas qui a réalisé un de ces courts-métrages et Karl Dorol, Oui. qui est de la Martinique, Guadeloupe, en fait, qui se balade. Hein, c'est ça aussi, nos îles. Et d'autres réalisateurs qui nous venaient de la Nouvelle-Calédonie, de Marseille. Une très belle expérience et ça m'a vraiment boosté et encouragé à aller dans cette direction. On sent déjà le bâtisseur de passerelles en allant travailler avec d'autres territoires. Oui, tout à fait. Moi, depuis longtemps, pour moi, il est important de travailler avec l'Afrique et toute la diaspora. Et toute la diaspora, oui. Voilà, ça a été vraiment, je dirais, ça faisait partie de mes projets. Et puis naturellement aussi par ma double appartenance, c'est venu naturellement. Alors toujours dans le domaine des séries, il y a aussi des séries que tu as coproduit avec TV5 en Côte d'Ivoire, comme Brouteur.com et Voyage de rêve, c'est ça? Oui, oui, tout à fait. Brodeur.com, c'était la première série que j'ai coproduite en Côte d'Ivoire. C'est une très belle expérience. On a donc tourné en Côte d'Ivoire, donc à Abidjan, Yamoussoukro, et après on est parti tourner à Marseille, ce qui faisait un petit peu la particularité de cette série. Moi, je suis arrivé sur cette série à la 3e saison. Donc j'ai rencontré le réal, c'était en Afrique du Sud, et il voulait une collaboration avec un producteur qui était capable de lui donner une ouverture sur l'Europe. Donc du coup, on a monté cette 3e saison ensemble et voilà, l'aventure est partie avec une équipe aussi qui s'inscrivait dans cette ces échanges entre l'Afrique et les Antilles. On a des techniciens de la Guadeloupe, des techniciens de l'Afrique, de la France aussi, des comédiens qui nous venaient à la fois de la Côte d'Ivoire et de la France. Donc voilà, c'était la première série où vraiment, nous, on a mis en avant cette passerelle culturelle. Voilà. Et en Guadeloupe, alors arrive dans les années 2010, la série qui cartonne partout, en tout cas en Europe, sur la BBC, qui est Meurtre au paradis, en anglais Death in Paradise, sur laquelle tu es producteur exécutif. Voilà, en fait, la première année, c'était le groupe Lagardère qui faisait la production exécutive. Et donc, j'ai rencontré à l'époque le directeur de production qui s'appelle Renaud Mathieu, que j'ai dit, bon ben voilà, nous, on a les possibilités de faire la production exécutive.
on a les ressources, etc. Et donc, ils nous ont fait confiance et ils m'ont confié à la production exécutive. Donc, j'ai fait ça jusqu'à la saison 12. Et maintenant, je me consacre aux projets qui me tiennent à cœur, surtout les projets sur l'Afrique et sur la Guadeloupe, quelques projets en chantier. Voilà. D'accord, donc on va y revenir justement sur ces projets. On va continuer donc sur ton parcours. Et alors, parallèlement à la production ou la coproduction de séries, tu fais aussi de la production où tu as mis en avant beaucoup de courts-métrages, près d'une dizaine de courts-métrages tournés en Guadeloupe, dont, alors dans le désordre, hein, dont Cœur Chamallow, Cœur Chamallow. oui, avec Thierry Fanfan. C'est un film Tout sur à fait. la thématique de l'obésité. Tout à fait. Un très beau projet qui a été réalisé par Kinde Kermadec, qui est une Guadeloupéenne. J'ai été sensibilisé par ce projet, donc je suis rentré dans la coproduction avec Tainos Studio, Alain Maline. Alain Maline qui avait réalisé Cayenne Palace. Voilà, c'était une expérience très enrichissante et puis un très beau film qui a eu quelques prix, notamment le FEMI, et qui a bien circulé. C'est un film qui vit toujours, puisqu'il parle d'un thème quand même assez sensible, hein, l'obésité. Donc voilà, c'est un film aussi d'utilité publique, je dirais, et puis aussi très sensible. Et puis on peut voir aussi des performances comme Fanfan, oui, Thierry Fanfan, pour accepter ce rôle-là et puis accepter surtout de se montrer. Oui. C'était vraiment très beau, quoi. Il y a des films aussi comme Black is Obama. Alors ça, c'était en 2009. Donc là, ça, c'est dans le cadre avec Michael Blamed. C'est dans le cadre du projet One Shot, One Movie, justement. Black is Obama, il y en avait d'autres histoires. Le film de Jean-Luc qui était 1502, enfin je le titre, mais qui est un très beau film aussi. En fait, c'est des films qu'on a vus à une certaine période, qu'on ne voit plus, parce que ça fait déjà un moment que ces films ont été réalisés. Peut-être qu'on peut les voir sur des plateformes. Des plateformes comme Cinédile. Voilà, comme Cinédile, probablement. Mais on peut les voir aussi... Le Netflix guadeloupéen. Voilà. Mais on peut les voir aussi dans des cadres privés. Voilà, ça... Mais bon, on ne va pas trop en parler puisque c'est privé. Mais en tout cas, on peut encore découvrir ces films qui sont des très, très, très beaux films. C'est vraiment des courts, ça fait 8 minutes, mais bien travaillés. C'est des films qui sont puissants. Oui, parce que en fait, il y avait un côté performance aussi dans oui, tout One à Shot, fait. One Movie. C'est pas des contraintes. C'est entre, je dirais, le kino et les 48 heures. Enfin, ouais. Peut-être un peu, parce qu'il y a un travail d'écriture, mais c'est vrai que dans sa fabrication, on peut dire qu'on s'était positionné à l'époque entre les kinos et les 48. Oui, alors on va rappeler que Kino et 48 heures, en fait, ce sont des festivals avec un certain nombre de contraintes où, en fait, on doit réaliser un court-métrage d'une certaine durée en 48 heures, c'est-à-dire écrire, tourner, monter, mixer, en 48 heures, voilà. Oui, là, on avait un petit peu plus de temps. On prenait un petit peu plus de temps pour l'écriture, puisque il y avait un atelier d'écriture qui était encadré, mais c'est des films qui ont été tournés en 24 heures. Voilà, 24 heures. On avait 24 heures à partir du moment où on avait le scénario, que la machine était mise en route. On avait 24 heures pour... Plus on a fait ça en 2009. Je ne sais pas si ça vous parle, 2009. Voilà. C'est l'année du LKP, voilà. l'année du C'était l'année où on faisait la queue la nuit pour aller remplir les bidons d'essence pour pouvoir travailler. Mais bon, voilà, c'était une très belle expérience. On a quand même pu faire... D'ailleurs, certains ont intégré le contexte dans lequel on était dans leurs films. Donc, on parlait aussi du mouvement dans certains films, ce qui était vraiment génial. Alors, toute cette expérience, cette expertise, t'amène en mai 2023
à te lancer dans un projet, est-ce qu'on peut le qualifier de titanesque, en tout cas pour la production, on va dire, locale, qui est le dernier film, parce que malheureusement il nous a quittés quelques mois après, le dernier film de Christian Lara, qui est L'homme au bâton. Voilà. Oui, tout à fait. Alors, bon, du même titre que le livre d'Ernest Pépin. Oui, oui, tout à fait. Alors, mais qui n'a pas de rapport. C'est pas une adaptation. C'est pas une adaptation. C'est pas une adaptation. C'est vraiment un scénario original de Christian. On pourrait même dire une thèse, puisque lui, il a imaginé une version en faisant des recherches, puisque Christian était un ancien journaliste, donc il creusait un peu pour Figaro, savoir voilà, où se trouvait la vérité. Et bon, voilà, il a proposé une thèse aux téléspectateurs sur ce film, qui reprend quand même tout l'univers magico-religieux de ce qu'a pu être l'homme au bâton. Oui, parce qu'on rappelle que l'histoire de l'homme au bâton, qui est une histoire vraie, dans les années 50-60 en Guadeloupe, et qui est devenue une légende, c'est l'histoire d'un homme qui rentrait dans les maisons et qui violait les femmes. Et ça, c'est devenu une espèce de légende urbaine. Voilà. La version de Christian est que, en fait, à ce moment-là, une personne très importante commettait des féminicides. Et pour, on va dire, étouffer l'affaire, a donc fait appel à un homme de main pour détourner un petit peu l'attention des gens vers autre chose. Et ça a créé effectivement l'homme au bâton. Quelqu'un qui violait et puis qui assassinait des femmes. Voilà, ça c'est un petit peu la base. Mais derrière, il y a une explication que oui, Christian, voilà, une thèse. Après, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Lui, il a fait avec les informations qu'il a pu recueillir, hein, des passages après, ça reste la vision d'un ouais, réalisateur. Voilà, ça reste la vision du cinéaste. Il faut savoir que Christian, il se décrivait comme étant un metteur en scène. Mm-hmm. Donc, il écrit et réalise ses films lui-même, des fois même fait le cadre, fait le montage. Donc, c'est un gros boulot de son côté. Bon, là, sur l'homme au bâton, la configuration était un petit peu différente parce que je lui ai fait des propositions et qu'il a accepté. Et puis, on est parti. On a travaillé différemment. Alors, avant de développer la collaboration avec Christian Lara, on va d'abord regarder une bande-annonce que tu nous as fournie. Bande-annonce. Est-ce que la coudo? Si la coudo ne dort pas, petit et grand, prends petit bas tisé, pour t'en parler des sous-cougnants, d'or lisse, petit sacoti, tourner en chien, tourner en volant, bête à main de bête. Ouais, c'est pas beau à voir. Hein. On se connaît? Maman connaît toute petite taille ici, commissaire. On a affaire à un serial killer. Un serial killer? Ici? Vendredi 7, vous avez dîné chez votre futur beau-père. Monsieur Chateaubriand, c'est plus que ça, monsieur. C'est comme mon père. Quel genre de fille c'était? Le genre à problème. Baissez-vous et gardez entre des gens morts. Si son l'esprit ou que vous envisagez. Est-ce que vous vraiment implicite? Oui, en cas vraiment. Vous en êtes où avec ce double crime? Hein, parce qu'on parle beaucoup de l'homme au bâton. Attends longtemps. Tenny. L'homme au bâton.
Voilà, c'était la bande-annonce de L'Homme au bâton, réalisée par Christian Lara et produit par Skyprod, dont le patron est devant nous, Badi, voilà. Donc on rappelle le pitch de ce film. Donc dans les années 50, un homme sans visage pénétrait dans les maisons et violait les femmes. Des années plus tard, de nos jours, le même phénomène se reproduit et un inspecteur incarné par Luc Saint-Éloi décide de mener l'enquête. Voilà, c'est bien ça, je me suis Oui. Ouais, c'est une bonne version. C'est une bonne version. Voilà. Alors, pour revenir sur la collaboration, qui a eu l'idée au départ de faire cette libre... Genre, je rappelle que c'est une libre adaptation du roman d'Ernest Pépin. Voilà. Qui a eu donc cette idée de faire L'Homme au bâton? Qui a contacté qui en premier? Comment ça en se passait? fait, Christian et moi, on se voyait régulièrement. Donc, un soir, on dîne ensemble chez lui, à Saint-François. Et il me dit, parce qu'il m'avait fait tellement de propositions de scénarios sur lesquels j'ai pas trop réagi. Et puis, ce soir-là, il me dit, qu'est-ce que tu veux faire comme film? Donc je lui dis, mais on s'est toujours dit, et moi c'est l'univers du magico-religieux, les contes et légendes, voilà ce qui m'intéresse. Et là, après discussion, je lui dis, moi je verrais un truc genre L'Homme au bâton. Et la discussion est partie. À partir de là, ça n'a pas arrêté. On a parlé pendant 2 heures. Et une semaine après, il m'a envoyé un scénario. En fait, il avait déjà, parce qu'on connaît Christian, il avait déjà écrit quelque chose. Oui, en fait, il écrivait très vite, hein, Christian. Moi, j'ai toujours été très impressionné à ce niveau-là, et surtout avec des recherches. Donc, il creuse. Lorsqu'il a fait Hal, c'était un petit peu la même chose. On s'est retrouvés, un groupe de personnes chez lui, à discuter, à manger autour d'un repas. Et on avait cette idée d'un film qui pouvait effectivement concerner les Guadeloupéens. Et donc, le sujet d'Alzheimer est sorti. Et puis, à partir de là, il s'est lancé dans l'écriture. Il s'est nourri effectivement de ses rencontres avec plusieurs personnes, tous ceux qui étaient autour de cette table, et a écrit ce scénario. Et voilà. Donc, en fait, il faisait ses films comme ça, quoi. Donc, une fois qu'il tenait son sujet, bon, il en avait plein dans le tiroir, hein, comme ça aussi, hein, parce qu'il y a plein de scénarios qui n'ont pas été tournés. Voilà. Et à partir du moment où on s'est décidé, là, on se lance dans le processus de production, donc aller chercher les financements, etc. Travailler sur le casting, alors, les justement, décors. il y a un très beau casting, alors, il y a un très très beau casting, on va dire international, qui mêle des réalisateurs, des comédiens guadeloupéens et des comédiens aussi du Burkina Faso. Du Burkina Faso, du Mali. Alors ces comédiens, en fait, on les a rencontrés lors d'un déplacement à Ouagadougou pour les Sotigui. Voilà. Qui est l'équivalent des Oscars, mais sur le continent africain, oui. Voilà. Et la Guadeloupe était pays invité d'honneur parce que Luc Saint-Éloi avait reçu un Sotigui Diaspora et le Sotigui d'or. C'était en 2022. C'était en 2022. Je crois qu'il a obtenu en 2023, en 2021. Donc c'était en 2020. Il a obtenu le Sotigui avant. Et peut-être que... Et la remise des prix s'est faite en 2022. Voilà. Et donc, du coup, l'Académie des Sotigui a invité donc la Guadeloupe parce que à chaque fois qu'il y a un acteur qui reçoit un Sotigui d'or, son pays est invité dans l'édition d'après. Donc, ça a été le cas pour la Guadeloupe. Et à partir de ce moment-là, c'était des rencontres. Et puis cette volonté de vraiment concrétiser cette passerelle culturelle. Et donc, du coup, avec les rencontres des comédiens qu'on a pu faire sur place, voilà, ça a nourri un petit peu... Donc Gustave Sorgho, qui est un monument du cinéma africain. Tout à fait. Un très grand acteur. Qui fait partie aussi des Sotigui, oui, tout à fait. Donc qui est membre des Sotigui. Éléonore Cocteau, qui est aussi une actrice qui joue beaucoup
au Burkina Faso et puis même dans les autres sous-régions, dans des séries. Et puis on a pu les voir aussi dans des longs métrages. Une jeune actrice burkinabé, s'appelle, le nom m'échappe, mais qui elle aussi donc a été castée par Christian, et un acteur malien aussi qu'on a pu voir qui joue le rôle du Baron Samedi. Alors les noms m'échappent, je ne sais pas pourquoi là, j'ai Terence Samadi. Et après, le casting en Guadeloupe avec Luc Saint-Éloi, Julienne Travental, une jeune actrice aussi très prometteuse, Romane, qui a joué dans Échabine. Qui a été produit par Qui a joué aussi dans la dernière série de Mariette Montpierre, Mamselle New York. Voilà, vraiment assez impressionnant. Un petit jeune. Bientôt, je crois que tu étais producteur aussi sur cette série. Alors, je suis producteur exécutif, directeur de prod, régisseur général. Voilà. Le couteau suisse, quand effectivement on se retrouve dans des configurations, dans des contextes où on n'a pas forcément tous les moyens, donc on fait appel on s'inspire, quoi, voilà. On va chercher là où on peut trouver les choses pour nous permettre de faire correctement les choses. D'accord. Alors pour revenir, donc on parlait du casting de L'Homme au bâton, un casting technique aussi, avec nos techniciens et nos artistes locaux, le directeur de la photographie, Teddy Albert. Voilà. Une équipe jeune, entièrement guadeloupéenne, il me semble pas qu'il y ait des gens, enfin pas de techniciens à l'extérieur. C'était une volonté aussi avec Christian de mettre cette équipe en place. Lui, c'est vrai qu'il a l'habitude, même s'il a fait des films où il y avait beaucoup de moyens, mais lorsqu'il les avait pas, il s'inscrivait plutôt dans un cinéma, on va dire, guérilla, avec les moyens qu'il avait. Pour L'Homme au bâton, on était à mi-chemin entre vraiment guérilla et un film où on réunit toutes les conditions, mais on a tenu à ce qu'on ait une équipe en Guadeloupe qui puisse montrer aussi son savoir-faire. Donc avec Teddy à la photographie, avec Lionel Lepage en électricité, avec Rudy Rabot à la machinerie, etc. Mais voilà, on avait vraiment... Le son, c'était Ludovic Sadjan et Canel. Oui. C'était vraiment une très bonne équipe. Très dynamique, on avait une très bonne ambiance sur le plateau. Au maquillage, c'était Yelena. Yelena, au maquillage, voilà. Dont la performance sur le personnage incarné par Estelle Myrtille est assez convaincante. La déesse des morts avec Esther, et puis les costumes, entre autres des costumes d'un créateur aussi guadeloupéen, Charles-Harry Malespine, qui, avec les cols, voilà, un peu à la... c'était... Voilà. Allez voir le film pour ceux qui n'ont pas vu, pour vous rendre compte effectivement qu'il y a eu de la recherche, un vrai travail. Au costume, Lika, enfin... Christine Blombou. Oui. Voilà. Bon, on va pas tous les citer, mais en tout cas, ça fait du bien de les citer. Oui, ça fait du bien de les citer. On peut prendre le temps, hein, si on a le temps pour ça, il n'y a pas de souci. Mais une très bonne équipe, effectivement, à la régie, ça n'a pas été facile, hein, mais en tout cas, voilà. On a tourné essentiellement sur la commune de Sainte-Rose et quelques scènes sur Saint-François. Avec le commissariat aussi, la reconstitution d'un commissariat qui se fait à Sainte-Rose, voilà. Ouais, à Skyprod, dans les locaux de Skyprod. Donc, on a concentré quelques décors à cet endroit pour justement, pour aussi nous permettre de rester dans notre budget. Sinon, sur le littoral, à Sainte-Rose, devant la mairie à Sainte-Rose, à Saint-François, du côté de
de la Pointe des Châteaux. La Pointe des Châteaux, oui. Oui, un très beau repérage en tout cas, très beau repérage qui a été fait. Alors, parce qu'on parlait donc tout ça, ça a un coût, le repérage, les équipes techniques, les comédiens, la restauration, l'hôtel, etc. Et donc tout ça, ça a un coût. Quel a été à combien est estimé le budget du film? Je dirais très en dessous de ce que ça vaut. Le producteur qui oui, parle. non, mais oui, mais après, bon, il faut se dire les choses aussi. Bon, nous, c'est vrai qu'on avait envie de faire ce film, il fallait pas trop traîner. En plus, Christian n'était pas très en forme. Oui. Donc, c'était soit on reculait et puis on le faisait beaucoup plus tard, ou soit on le faisait là parce qu'on était tous motivés. Donc, on a fait avec les moyens qu'on a pu avoir. Le budget, je dirais, le coût du film tourne aux alentours des 300 000 €. Donc, je vous encourage à aller voir le film parce que nous sommes endettés sur ce film. Ah, ça c'est une Oui, info. non, mais c'est important de le dire aussi parce que quelquefois, on prend des risques, on va faire des films, on n'a pas forcément les moyens pour le faire, mais... Mais produire, c'est prendre un risque de fait. Oui, bien sûr. Mais il y a aussi derrière la motivation. Lorsqu'on est convaincu que c'est un film important et qu'il faut le faire, et en plus ça s'inscrivait complètement dans ma ligne éditoriale. Donc voilà, moi j'ai foncé sur ce film. Le film aujourd'hui est au Cinestar. Oui, il est toujours à l'affiche au Cinestar, dont l'avant-première s'est faite au Cinestar. Voilà, le 1er février. Et à partir du 2, le film a été mis à l'affiche au Cinestar. Il est toujours à l'affiche. Il est dans sa 6e semaine, il me semble. C'est un film qui a déjà un petit parcours qui est déjà tracé, on va dire. Après, et donc il est aussi au Lamentin. Il est passé au Lamentin, au Ciné-Théâtre du Lamentin, à Robert Loison au Moule. On espère que le film va passer aussi dans les salles en Martinique. Bon, voilà, ce sont des tractations. Voilà, on y travaille. Et surtout, ce qui est vraiment très important pour ce film, et vraiment une vraie opportunité, c'est que ce film va tourner dans à peu près 18 pays en Afrique francophone, par le biais des salles Majestiques en Côte d'Ivoire et aussi des Canal Olympia dans tous les pays comme le Togo, le Mali, enfin tout. Et le Burkina Faso. Le Burkina Faso. On espère pour le FESPACO. Alors, le Burkina Faso a déjà un rendez-vous que Géraldine Barla-Negre a annoncé, c'est que le film va être projeté donc au Sotigui, au prochain Sotigui. Probablement, il va faire l'ouverture des Sotigui. Et bien qui auront lieu en novembre de 2024. Voilà. Et les FESPACO, comme chaque FESPACO, c'est en mars 2025. Toujours présent au FESPACO. Oui, tu étais au FESPACO en 2023, parce que je crois que tu étais président d'un jury. Tout à fait, j'étais président du jury séries, télé et films d'animation, donc au FESPACO. L'année d'avant, j'étais encore au FESPACO. Enfin, l'édition précédente, c'était avec Voyage de rêve. Voyage de rêve qui a été soutenu aussi par la région Guadeloupe, donc une série ivoirienne. Donc voilà. Alors, moi, juste une petite parenthèse, c'est le premier film que j'ai produit en Afrique, en Côte d'Ivoire, c'est Le Mec Idéal, donc c'est un long métrage qui a eu aussi un prix au FESPACO en 2011, un Yenenga de bronze. Donc voilà, et puis qui a été, où on a eu des Guadeloupéens qui ont travaillé sur ce film, notamment Sandrine Trésor qui a fait le montage, voilà. Donc voilà. Qui aujourd'hui est dans la production. Tout à fait. Badi, donc quand on voit cette filmographie, la façon dont tu arrives à monter tes films en termes de budget avec les équipes, et notamment sur ce projet de l'homme au bâton, on est vraiment dans ce que Christian revendiquait, c'est-à-dire cette notion de construire des passerelles culturelles.
Oui, tout à fait. Vraiment, ce film est un exemple, en fait, peut-être, je dirais, un modèle. Modèle à la fois sur le volet passerelle culturelle, mais aussi sur nos croyances, nos contes et légendes, sur ce qui fait aussi l'identité des Antilles, hein, de la Guadeloupe. Donc voilà, c'est un ensemble, c'est un projet qui a réuni un ensemble d'éléments. Oui, parce qu'on voit quand même très peu, même dire on n'en voit pas du tout, des films qui racontent, alors à part certains courts-métrages, mais qui racontent effectivement notre univers, nos croyances, en fait tout ce qui J'avais constitue fait un la Guadeloupe. premier essai sur un film qui était dans le cadre des accords entre Canal+ et la région Guadeloupe. Donc c'était cet appel à projet qui aide les courts-métrages documentaires et qui s'appelle Ivani, où on parlait... C'était en 2021, ça, je crois. C'était juste dans la période de Covid. Oui. Voilà, donc c'est un très beau film aussi qui était quand même assez... qui était très physiquement éprouvant, mais c'est un très beau film qui parle aussi de nos histoires, hein, d'une jeune fille qui se fait assassiner dans un 4x et puis qui revient quoi, pour faire justice. On a bien évoqué ta filmographie. Alors, on va le rappeler, où est-ce qu'on peut voir les courts-métrages, les documentaires que tu as produits? Pour le mot bâton, on rappelle qu'il est toujours à l'affiche au Cinestar. Mais concernant les courts-métrages, on peut les consulter sur les différentes plateformes, comme sur Cinédile, entre autres, parce que comme Cœur Chamallow, qui est déjà sur cette plateforme. Ivani est toujours dans un circuit, alors c'était sur MyCanal, mais on va bientôt pouvoir voir ce film dans d'autres contextes. Et puis lorsque il y a des possibilités, moi j'offre des projections. Ce qui est important, c'est que les films circulent et que ça soit vu, que ça soit pas oublié, parce que ça fait quand même un petit moment qu'on fait des films. Et les anciens films, on a souvent tendance à les oublier, alors que c'était des très beaux films qui sont toujours d'actualité et même très performants. Quand on regarde aujourd'hui ce qui se fait, on est toujours dans quelque chose de très très correct, même des fois vraiment excellent. Alors, pour conclure, quels sont les prochains projets, si on peut en parler? Oui, on peut en parler, évidemment. Donc moi, j'ai un long métrage en développement sur la Côte d'Ivoire. J'ai une série, en fait, des projets que j'avais déjà initiés que je vais boucler en Guadeloupe, 2 courts-métrages et une série. D'accord. Voilà, j'en dirai pas plus. C'est pour 2025 Courant 2024. Avec un peu de chance, on va tourner peut-être les 2 courts-métrages cette année. En fin d'année, probablement, voilà, ou début d'année prochaine. Tout dépendra de comment on a pu avancer dans notre plan de financement, etc. Une fois qu'on a les moyens et puis qu'on a un scénario qui est en place et que tout le monde est d'accord, voilà, on lance la machine. Des fois, on n'attend pas aussi. Hein. Quand c'est trop long, on lance la machine et puis voilà, quoi. On a envie de faire des films, c'est ça qu'on aime faire. On a envie de tourner, on a envie de faire des films et on a envie de les montrer. C'est important. Très important. Badi, merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation Parlons Cinéma. Vraiment, merci. Merci Daniel de donner la parole aux cinéastes, aux producteurs, de nous donner cet espace où on peut vraiment parler de ce qu'on aime, ce qu'on fait. C'est important que le public aussi puisse découvrir que derrière tous ces films, il y a du travail, il y a de la souffrance, il y a des moments où on rigole, où on est heureux. Mais le plus important, c'est de se retrouver après dans la salle et de voir le film. Et de partager. Et de partager. Ses émotions. Voilà.
c'est ça. Et voilà, c'est le but de Parlons Cinéma, justement, qui est fait pour parler de celles et ceux qui font le cinéma derrière ou devant la caméra. Merci pour ce travail. Retrouvez-nous sur Big Easy TV. N'hésitez pas à consulter l'actualité cinématographique et les sorties en salle sur le site du Cinestar by Caribbean Cinemas. Et à très vite sur Big Easy TV.